Bonjour et bienvenue au comptoir qualité du CK, organisé par l'équipe de la mission EIGS du CK. Ce webinaire fait partie d'une série de comptoirs dont les thématiques sont issues des analyses approfondies des causes réalisées avec les professionnels de santé d'établissements sanitaires et médico-sociaux au décours de la survenue d'événements indésirables graves associés aux soins. Ce webinaire est enregistré. Il est disponible, comme tous les autres comptoirs du CK, sur le site du CK dans l'onglet CK Studio. Le support présenté aujourd'hui sera également à votre disposition, toujours sur le site du CK. La sécurisation des systèmes d'information dans les établissements sanitaires et médico-sociaux est un sujet d'actualité qui impacte très fortement l'organisation du travail des professionnels de santé dans leurs tâches du quotidien. Le CK s'était d'ailleurs déjà emparé de ce thème en 2022 lors d'un précédent webinaire consacré à l'amélioration de la sécurité des systèmes d'information. Lors de l'analyse approfondie d'événements indésirables graves associés aux soins, notre équipe a mis en évidence le rôle majeur du système informatique dans la survenue de ces événements, consécutifs à des pertes de données médicales, de résultats d'examen complémentaires ou à des transmissions écrites essentielles, etc. Ces pertes de données écrites sont souvent liées à l'utilisation de logiciels, de dossiers patients informatisés obsolètes, non interfacés ou non ergonomiques. Les dysfonctionnements des systèmes informatiques sont donc des facteurs contributifs immédiats ou latents d'événements indésirables qui peuvent être graves. Et c'est donc à ce titre qu'il nous a semblé très important d'en parler aujourd'hui. Par ailleurs, les risques numériques perturbent les activités des établissements sanitaires et médico-sociaux sous la forme de cyberattaques, plus ou moins médiatisées, dont les conséquences sont parfois considérables et aussi générateurs d'événements indésirables. Malgré l'obligation réglementaire, les dysfonctionnements et les accidents informatiques restent sous-déclarés. L'analyse de ces dysfonctionnements, puis la mise en place d'actions correctives permettrait d'améliorer le quotidien des professionnels et bien sûr la sécurité des patients et des résidents. Comment faire face à ces dysfonctionnements? Comment améliorer la cybersécurité dans son établissement? Pour essayer de répondre à cet enjeu et à ces questions sur ce sujet passionnant et très vaste, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Thierry Morvan, qui est médecin anesthésiste réanimateur et qui va se présenter à vous. Je lui laisse la parole. Nous consacrerons les 20 dernières minutes de ce comptoir qui va durer 1 heure pour répondre aux questions que vous avez déjà posées lors de votre inscription. Vous pouvez également dès à présent utiliser le chat qui est à votre disposition et nous répondrons à vos questions à la fin de ce webinaire. Je laisse la parole à Dr Morvan. Merci. Bonjour à tous, merci au CK de me permettre de faire cette présentation. C'est une tâche un peu lourde, quoi qu'il en soit, parce que les sujets sont prégnants et quotidiens. Je pense que pour les professionnels qui sont autour de la table ou même les non-professionnels qui connaissent le sujet, vous savez pertinemment que nous avons quand même de grosses difficultés aujourd'hui au niveau des systèmes d'information. Et voyons le verre à moitié plein, de toute manière, les choses se sont quand même déjà nettement améliorées depuis 3 ou 4 ans. Donc, attendez, je vais partager mon écran. Excusez-moi. Je ne récupère pas le partage d'écran. Tu le vois là, le partage d'écran? Parce que je ne vois rien du tout, moi, là. C'est le petit logo. Voyons voir. 30 secondes. Je reprends. La double caméra. Voilà, ça y est. Voilà. Parfait. Voilà. C'est bon? C'est visible ou pas? Oui. Parfaitement. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a quand même la lourde tâche de mettre en avant les difficultés que nous pouvons rencontrer avec les différents systèmes d'information qui sont en train de maturer progressivement. Donc là, vous avez le programme. Le diaporama vous sera à votre disposition. Alors,
Quels sont les points de vigilance? La sécurité des systèmes d'information, c'est une préoccupation importante pour le concepteur, hein, parce que le concepteur fait en sorte de nous fournir des outils qui soient le plus sécurisés possible. Mis à part que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais on y viendra tout à l'heure, et l'utilisateur. Alors, les 4 règles en cybersécurité, c'est l'authentification. Bon, vous le savez tous, hein, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la preuve. Les concepts de base, nous avons nous rencontrons 2 types de difficultés qui sont les vulnérabilités et les menaces. Alors, il faut savoir qu'en France, et ça depuis quand même un certain nombre d'années, on est dans une période de surcroît haussière depuis le Covid. Et déjà à l'époque, les dépenses des établissements de santé en France étaient de moins de 3% comparativement à nos voisins européens. La moyenne comparative qui a été évaluée en 2021 était de 1,7 à 1,8% du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, dans le monde de la santé, il y a 2 accents quand même, et qui sont quand même pas négligeables, qui sont le technique, hein, le matériel, le soft et les urbanisations, et l'humain. Et l'humain, c'est là où, je veux dire, au niveau des cyber, on peut avoir vraiment la plus grande surface de vulnérabilité. Attendez 2 minutes. Voilà. Là, c'est un ancien schéma que j'avais fait sur les surfaces sanitaires et hospitalières vulnérables aux cyberattaques. Il faut voir que dans les établissements de santé, vous avez autant un DPI, un dossier économique, j'allais dire, vous avez des messages sécurisés, mais vous avez aussi tous les objets connectés, vous avez toutes les maintenances externes. Il y a énormément de travers par lesquels les hackers peuvent passer. Alors, je vous racontais tout à l'heure que les fournisseurs étaient capables de chercher la meilleure protection. Il y a eu un cas en France sur un hôpital où ils avaient pris la dernière IRM, c'était vraiment le NEC plus ultra, et ils ont été piratés par cette IRM parce qu'à l'époque, je parle de ça il y a 5-6 ans, le système d'exploitation, c'était un Windows 95 qui était connu et où toutes les failles du système étaient connues par les hackers. Voilà. Alors, les cyberattaques des hôpitaux, le secteur de la santé est le 3e domaine le plus touché par les cyberattaques dans le monde entier au premier trimestre 2023. Donc, les motivations, elles sont purement lucratives de toute manière. Les causes, on va les retrouver au niveau de la gouvernance, du contrôle éventuellement, les vulnérabilités techniques, donc c'est ce que je vous ai évoqué. Certains établissements ont été hackés, établissements de Nouvelle-Aquitaine, je ne vais pas le citer, mais pour ceux qui le savent, ils vont vite l'identifier. C'était par le biais de la télémaintenance d'un de leurs prestataires sur les appareils de stérilisation. Voilà. Après, il y a les problèmes humains, le défaut de formation des professionnels. Voilà. Les modes opératoires, vous avez celui qui marche le mieux, c'est l'hameçonnage. Hein. Vous avez aussi les ransomware. Un établissement s'était fait hacker en région Rhône-Alpes par le biais d'un espionnage sur sa boîte, son serveur mail, et quelqu'un s'était fait passer pour un cadre et avait lancé au travers d'un mail qui était adressé avec la même adresse mail que le cadre. Il avait réussi à bien détourner cette adresse, avait réussi à bloquer tout l'établissement. Voilà. Alors, les types de menaces courantes, là on vient de les voir juste à l'instant, je ne vais pas vous trop rentrer dans le détail, mais ce sont les menaces que l'on voit le plus souvent dans nos établissements de santé. Alors, quel est le contexte? Aujourd'hui, je crois que au niveau national, le gouvernement a pris conscience, je veux dire, des risques cyber et des vulnérabilités que nous avons, nous, dans nos établissements. L'ANS a sorti le niveau débutant, on va dire, c'est le niveau cyber pour les nuls. Hein. Et conformément à l'instruction du 30 janvier dernier,
il sera demandé aux établissements d'avoir au moins un bilan annuel sur ces vulnérabilités et ces menaces, avec l'obligation d'avoir un exercice de crise cyber par an. Alors, on fait le scan des vulnérabilités. Les tests de phishing sont à... Alors, moi, j'invite quand même les établissements à le faire au travers de leur RSSI, leur DSI, pour avoir une acculturation des professionnels sur le versant du phishing et quelque chose. Alors, l'hôpital de Béthune fut par le passé happé par un faux document de l'ARS. Nous avons eu, nous, sur la côte basque, il n'y a pas très longtemps, un professionnel un professionnel de l'arnaque, hein, qui avait une signature dans son mail dépendant de l'ARS. En fait, il s'est avéré que l'adresse de ce monsieur était une adresse en Gmail, quoi. Voilà. Alors, les typologies de risques. Alors, les vulnérabilités, c'est technique. Alors bon, c'est des bugs, c'est la mauvaise implémentation ou le défaut d'architecture. Certains établissements ont été obligés de revoir complètement leur architecture. Après, c'est sur le plan humain, les problèmes d'ingénierie sociale. L'hameçonnage, c'est quelque chose qui marche très bien. Je crois que nous avons tous de plus en plus de mails qui passent dans nos boîtes mail où on nous demande un certain nombre de renseignements, on nous demande de se lier sur un site ou autre. Bon, ça, c'est les choses qui arrivent très fréquemment maintenant. Les menaces, alors, il faut voir quand même que les menaces, on a les attaquants externes, bon, c'est le plus important, mais aussi on peut avoir les attaquants internes. Bon, après, les catastrophes naturelles et les événements extérieurs, ça peut être la foudre, ça peut être le feu, ça peut être n'importe quoi, voilà. Alors, quel est le risque? La conjonction de la vulnérabilité et de la menace sont toujours ensemble, et il faudra pour l'équipe de crise de faire l'inventaire, l'analyse, le traitement et d'en tirer les conséquences pour justement, alors dans le cadre des exercices, parce que si ça vous arrive, ce ne sera pas du tout la même situation, quoi. Alors, quels sont les outils perspectives en cybersécurité, les solutions logiques? Alors, la cryptographie et l'authentification, on va rester assez macro à ce niveau-là. Il est important quand même d'avoir des authentifications solides, d'accord. Il faut en interne avoir des clés d'habilitation et des droits d'accès limités à la fonction. Un élément qui est important que l'on constate dans beaucoup d'établissements, c'est le problème de déconnexion. Alors, dans l'ISO 27001, on appelle ça le bureau propre. Ça peut être un bureau papier ou un bureau numérique. Et les déconnexions, elles pourront être humaines ou techniques. Alors, technique, ça râle toujours. Pourquoi? Parce qu'en définitive, le DSI ou le RSSI aura décidé que le professionnel sera déconnecté au bout de 5 minutes. Quand il revient, le professionnel qui voit qu'il est déconnecté est obligé de se re-authentifier. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au niveau de la DNS, ils sont en train d'envisager des connexions à double authentification, mais peut-être beaucoup plus souple et beaucoup plus ergonomique que ce qui existe actuellement. Voilà. J'ai une fenêtre qui s'est ouverte, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Les équipements. Alors, de plus en plus de gens ont des outils personnels, des smartphones. Dans certains établissements, et dont le mien où je travaille à l'heure actuelle, certains professionnels travaillent avec un smartphone, mais le smartphone est complètement verrouillé, c'est-à-dire qu'il est impossible pour eux d'avoir d'autres applications que les applications propriétaires de l'ordinateur. Les statuts d'administrateur réduits, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas apprécié parce que je voudrais installer ça, mais je ne peux pas, il faut que j'appelle l'administrateur. Les séries de droits d'accès sont quand même limitées. Voilà. Il est conseillé de faire une liste blanche, voire une liste noire, c'est-à-dire que les accès aux réseaux sociaux
Facebook, Twitter, LinkedIn et autres, ça peut poser problème. Le filtrage des courriers. Le filtrage des courriers, c'est quelque chose qui doit être fait par tous les établissements. Là, il n'est plus question, à mon sens, d'avoir des personnes qui, à la réception, vont recevoir des courriels de gens qui ne seront pas authentifiés d'une certaine manière, mais on n'est malgré tout pas à l'abri d'une pièce jointe qui soit verrouillée. La journalisation des accès, elle est obligatoire, donc ça c'est à voir entre le manager ou le DAF qui va signer un contrat avec un prestataire numérique, que ce soit pour un pouce-seringue, des respirateurs, une climatisation, les ascenseurs. Il faudra quand même qu'il y ait une journalisation des accès. Et le monitorage systémique du réseau et des flux entrants. Ça, c'est quelque chose que l'on commence à voir apparaître dans tous les bureaux informatiques des établissements où ils ont une visionneuse quasi globale ou plusieurs visionneuses, j'allais dire des flux circulants. Voilà. Alors, les perspectives, les solutions physiques. Alors, les solutions physiques, elles sont simples, je veux dire, vous les connaissez toutes. Hein. C'est la sécurité du bâtiment, des locaux, de la salle serveur. Les réseaux électriques, il est conseillé que le réseau électrique soit doublé si tant est tout le PRA est sur place, d'accord. Les softs, les mises à jour. Il n'y a pas très longtemps, un établissement de Nouvelle-Aquitaine, la RSSI me disait qu'elle avait énormément de difficultés. Elle n'avait pas assez de professionnels pour pouvoir mettre à jour toutes ces sessions Windows chez tous les professionnels. Voilà. Donc, le monitorage en temps réel du flux interne et externe, c'est ce que je vous citais là juste avant. Les protections externes avec un VPN sécurisé. Ça, il est indispensable d'avoir des VPN sécurisés. De plus en plus de gens, bon, le télétravail est un mode de connexion de l'extérieur, mais c'est aussi un mode de connexion de la part de certains professionnels de santé. Intégrer les solutions de filtrage, de correspondance et des pièces jointes. La sectorisation, le cloisonnement. Alors déjà, la première des choses qui est la plus simple, si vous voulez, c'est cloisonner les réseaux qui soient les réseaux clients et les réseaux professionnels. Et après, il est plutôt conseillé, si vous voulez, d'avoir un cloisonnement sur des secteurs particuliers. On va dire, ça peut être le secteur de l'administration, ça peut être le secteur de la facturation avec le PMSI, mais ça peut être aussi le secteur du bloc, ça peut être le secteur du soin. Voilà. Interdiction et restriction. Alors, par rapport à la liste blanche, certains vont râler parce qu'en définitive, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur clé USB pour lequel ils auront amené même un document de la maison, voire un CD. Voilà, ça c'est. Nous, par le passé, nous avions eu un virus dans un CD du congrès de l'ASFAR. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Et l'ASFAR nous avait invité à ne pas l'utiliser en rentrant à la maison. Voilà. Alors, les outils perspectives en cybersécurité, les solutions organisationnelles. Alors, sur le plan politique, on est plutôt en top-down. Hein. Il y a le DG, le DAF, le conseil d'administration, le président de CME, le CODIR, RSSI, DGSSI. C'est vrai que sur le plan numérique, ça a été un peu négligé. À un moment donné, même certains, si on reprend l'historique, certains se demandaient mais pourquoi du numérique dans la santé? On s'en est toujours débrouillé sans. Voilà. Moi, j'invite les établissements à avoir des copies numériques réguliers. Voilà. Alors, la première des choses, c'est de pouvoir avoir une vision, je vais dire, sur la PGSSI régulière et plus particulièrement avec les nouveaux contrats. Voilà. Il faut une application des RSSI dans tous les contrats d'achat, de maintenance ou de changement de statut. Là, c'est quelque chose de très important et je crois qu'on a des seuils de vulnérabilité très importants à ce niveau-là. Au niveau des maintenances, il est important aussi de s'assurer que nous ayons des contrats solides avec nos prestataires extérieurs. Ce sont des situations qui sont, à mon avis,
conflictuelles. Voilà. Le plan de la formation de la sensibilisation systémique DPS. Alors, la malveillance, elle est plus souvent par négligence. On va dire, bon, je pense qu'on est à 99%, il doit y avoir 1% de gens qui seront peut-être, voilà. Un des éléments que je conseille, c'est l'utilisation de mock, d'accord. Les serious games, bon, je ne vais pas faire de pub parce que mais j'ai un ami qui travaille avec la DNS qui est à Paris Santé Campus, qui a monté un serious game qui marche très bien et qui implique un peu tous les managers, les managers, les cadres de santé, des établissements de santé, et ça permet de voir quels sont les risques sur lesquels on peut s'exposer. Son jeu, moi, pour y avoir participé 3 ou 4 fois, j'ai vraiment trouvé son jeu assez merveilleux. Alors, il faut impliquer les CME, hein, les managers, les cadres, tous les pilotes, en parlant en réunion de service, en réunion de pôle. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, franchement, ce que je conseille, c'est d'avoir avec un RSSI brillant, d'avoir un exercice de phishing. Vous pouvez créer, allez, tout le monde peut créer un nom de domaine qui soit ARS, non pas que ce soit pas l'ARS Nouvelle-Aquitaine, mais qui soit ARS, allez, du moins, on va dire Pays Basque ou Saint-Sébastien ou n'importe quoi. Mais les gens vont voir un peu quels vont être les réflexes des gens qui vont ouvrir ces mails. Voilà. Et après, le conseil, maintenant qui devient une obligation, c'est l'exercice de gestion de cyber. Voilà. Alors, ça, c'est la cellule de crise du plan cyber. Ben, voilà. Un peu toutes les personnes qui doivent être au moins ayant un profil nécessaire. Ça, il faut y rajouter quand même le DG. Hein. Le DG n'est pas dedans, mais les principaux profils nécessaires, ainsi que les profils métiers. Donc, voilà, je ne vais pas vous énoncer les profils métiers, mais je pense que ces exercices cyber ont la particularité, je vais dire, ça frustre certains parce que, je veux dire, de temps en temps, on voit qu'il y en a certains qui tombent dans le piège, mais c'est un côté pédagogique très important. Voilà. Voilà, alors ça, je me suis permis de vous le faire. C'est juste joli, mais c'est en temps réel, je veux dire, c'est les cartes de cyberattaque en temps réel. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran là ou pas. C'est visible ou pas? Oui. Muriel, tu vois l'écran là ou pas? C'est en train d'apparaître. Oui, ça y est, ça commence. Là, ouais, oui, ça y est. Alors, il y a vous avez plusieurs éléments. Hein. Vous avez de l'espionnage, vous avez du phishing. Voilà, il n'y a pas que de la cyberattaque. Hein. Il y a la cyberattaque, mais en espionnage beaucoup. Hein. Il y a énormément voilà. Donc, vous pourrez voir les autres. Là, je vais dire, c'est simplement didactique, c'est du temps réel. Voilà. J'ai pris celui-là plus particulièrement par rapport à d'autres, mais ils ont une particularité, je vais dire, c'est d'être assez probants sur leur. Alors, le problème des vraies cyberattaques, une chose qui est sûre, c'est que ça arrive toujours ou le soir ou la veille du week-end, hein, le temps que tout le monde réagisse. Hein. Voilà. Pardon, excusez-moi, Donc Thierry, les faisceaux qu'on voit apparaître, là, les couleurs jaunes et vertes, ça représente quoi en fait? Alors, tu as les jaunes, c'est l'espionnage. Le rouge, c'est le. Je reviens en arrière si vous voulez. Pardon. Le rouge, c'est de la cyber. Attendez, excusez-moi. Je reviens dessus. Voilà. Il y a plus d'espionnage que de. Il y a plus d'espionnage que de cyber quand même. Hein. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Je peux l'agrandir, celle-là, oui. Je n'ai pas tout à fait la main. Avec ma souris, peut-être. Voilà. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Que ce soit l'espionnage ou la cyber. Hein. Voilà.
Et tu avais aussi une diapo sur les mouvements en France, en fait, et je ne sais pas si tu as Oui, accès. alors, il C'était n'est pas très là, 2 impressionnant. minutes, je le prends, c'est celui-là. Celui-là est un peu capricieux dans sa fonction, mais bon. Je vais mettre à plat. C'est bon, je suis à plat. Ça peut être un élément didactique à présenter en réunion, que ce soit en CA, en réunion de service, en CME et hop, ce sont des choses qui sont, voilà, tout ce que vous avez en rouge là, tout ça c'est de la cyber, voilà. Et bleu et vert, donc, ça serait plutôt des transactions, on va L'espionnage, dire. Ah, c'est l'espionnage, d'accord, ouais, aussi. tout à fait, Merci. voilà. Donc, hop, voilà. Alors, il y a le mock de l'ANSSI. Là, bon, si je clique dessus, on va tomber sur mon mock à moi, donc je ne vais pas cliquer dessus. Mais je vous ai mis le lien. Vous avez le lien. Bon, ceux qui cliqueront dessus vont tomber sur un mock sans lien, hein, et auront la particularité, je vais dire, de pouvoir faire des exercices et des évaluations, parce que le mock de l'ANSSI permet aussi les évaluations. Voilà. Et permettre de comprendre aux gens. On travaille avec des nouveaux outils, et ces nouveaux outils ont des risques qui sont peu connus ou pas connus du tout de la part de nos professionnels. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux éléments des événements indésirables et les SIH. Alors, les risques, excusez-moi, il y a une faute déjà, parce que les risques auraient dû être au pluriel, c'est la multiplicité des outils dans les établissements de santé. Alors, ça commence à s'amenuiser, mais par le passé, je vais dire, il y a 10 ans de ça, on avait des établissements de santé, des gros hôpitaux parisiens ou autres, qui arrivaient à dépasser les 170 outils nécessaires pour piloter leur établissement. Il y a une donnée que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est l'infobésité. Et je vais vous montrer un peu l'infobésité que j'ai pu constater. Moi, je vous ai fait quelques copies d'écran hier sur le DMP. Et la carence d'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, aujourd'hui, le terme est un peu dévoyé. Nous en avons parlé ce matin avec la HAS. L'interopérabilité, aujourd'hui, le fait de pouvoir transmettre un document dans le DMP, c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'était des éléments que nous n'avions pas par le passé. Ceci étant, nous avons un certain nombre de PDF qui ne sont pas tous en niveau 3, donc qui n'ont pas du tout d'éléments de données interopérables. Voilà. Alors, tous ces éléments-là ont une particularité, c'est que il y a l'obligation pour tous les professionnels de recopier, d'accord. Et aussi, il y a un risque d'oubli, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une interruption de tâche, puis on va oublier quelque chose. Alors, dans les systèmes d'information sanitaire, aujourd'hui, il y a peu de bases de données qui soient vraiment référencées. Il y a l'OINC pour la biologie. Aujourd'hui, dans les établissements de santé en France, nous avons la CIM10, qui deviendra peut-être la CIM11 bientôt. En ville, nous avons la CISP2 qui va devenir la CISP3. La CISP3 devient internationale. Voilà. Alors, par contre, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais eu une collègue d'ESEA il y a maintenant, ça va faire 3 ans bientôt, hein, qui se cassait le nez avec Paco Globule, qui n'arrivait pas à être interopérable avec d'autres bases de données. Et en fait, c'était pas une erreur de conception ni quoi que ce soit. Ça partait d'une très bonne volonté. Et sachez que le référentiel unique interopérable du médicament, qui est mené par Yann Briand de l'ANS, c'est un référentiel qui est rentré dans les DSR et qui est paru à Légifrance en janvier, je ne voulais pas dire de bêtises, je crois que c'était 2021 ou 2022.
Je ne me rappelle plus là, excusez-moi, je ne me rappelle plus, c'est 21 ou 22. Donc ce référentiel, c'est un référentiel. Alors, au niveau de l'interopérabilité sémantique, le médicament est le premier à se prêter à l'opportunité d'eux. Et toutes les bases de données du médicament, Claude Bernard, Thériac, Thésaury-Med, Vidal, implémentent ce référentiel. Il aura la particularité, quel que soit l'établissement et quel que soit le professionnel qui recevra un document d'un confrère, ça sera pareil pour les pharmacies d'officine aussi, les pharmacies de PUI. L'avantage, si vous voulez, c'est que ça permettra d'implémenter directement le traitement sans être obligé de le recopier. Alors, dans le cadre de la recopie des traitements, comment il s'appelle, Jean-Louis Bourguin, médecin de Gustave Roussy, avait fait un très bel article sur les erreurs médicamenteuses liées simplement à la recopie. D'accord? Et elles sont bien plus importantes qu'on ne peut le croire. Et parfois, le problème, c'est qu'elles vont persister. C'est-à-dire que cette erreur va être reprise sur une autre interface et elles peuvent aller relativement loin. Donc, le référentiel unique du médicament est quasiment fini. Il devrait voir le jour vraiment officiellement. J'ai eu Yann Briand il n'y a pas très longtemps au téléphone. Il devrait être effectif à partir de février 2024. Voilà. Alors, je vous parlais de l'infobésité. Alors, l'infobésité du DMP et des DPI. Qu'est-ce que l'infobésité, si vous voulez? C'est de tomber dans un dossier. Alors ça, ce sont des copies d'écran que j'ai fait sur mes patients, les patients que j'ai dans le DMP. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, j'ai un confort visuel qui n'est pas génial. Vous avez des dossiers, si vous voulez, dans le premier, il est à 120, le deuxième est à 208, le troisième est à 65, 99, 72. Et vous constaterez qu'il n'y a aucune synthèse. Donc, l'infobésité du DMP et des DPI, elle existe. C'est une question que l'on se pose dans des réunions de travail aujourd'hui. Comment faire, non pas une synthèse, mais un résumé de tous ces documents. C'est quelque chose qui existe dans les DPI. Moi, je l'ai déjà vécu dans mon propre DPI il y a quelques années de ça, où vous avez une centaine de documents, aucune synthèse, et je veux dire, quand on veut aller au bout des choses, on est obligé de lire tous les documents. Voilà. Donc, l'infobésité est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui pose un risque quand même dans le cadre de la prise en charge, parce que je sais pas, je me mets à la place de l'urgentiste qui va recevoir un patient qui a, je ne vais pas prendre le plus, mais je veux dire qu'il y a 99 documents. Va-t-il lire les 99 documents alors qu'il a un workflow de patient à prendre derrière? Mais il peut-être, alors là, c'est dans le DMP, mais ça pourrait être dans le DPI, hein, c'est pareil. Il sera peut-être mis en cause parce qu'il n'aura peut-être pas vu qu'à un moment donné, dans un des documents, il aura été cité une pathologie particulière qui aurait nécessité, je dire, une prise en charge tout à fait spécifique et une stratégie thérapeutique spécifique et aura créé un événement indésirable grave à la personne. Voilà. Alors, faut-il un VSM? Alors, l'IPS et le PSE, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'International Patient Summary. Et le PSE, c'est le Patient Summary European. En fait, le PSE n'est autre qu'une. Votre attention de l'IPS. Alors, Thierry, on entend. Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Là, on ne t'entend attention pas. sur une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon espace santé, c'est mon espace santé sans aucun problème. Ah bon? Vous m'entendez là ou pas? Allô? Alors, oui, maintenant, on Allô, allô? t'entend. Moi, j'ai rien touché là. Allô? Okay. Non, non, on t'entend. On t'entend. Oui, mais j'ai une bande passante qui n'est pas géniale. Exactement. Je coupe peut-être la vidéo pour avoir peut-être. Il y a énormément d'acronymes. Si je coupe la vidéo, est-ce que ça coupe le partage d'écran? Ça ira certainement mieux, effectivement. Oui, mais attends, si je coupe la vidéo. Non, c'est la tienne. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, il y a beaucoup d'acronymes, je sais que c'est voilà, mais par exemple VSM, est-ce que tu peux juste, voilà. Alors, le VSM, c'est excusez-moi, je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais gamin. Le VSM, c'est le volet de synthèse médicale, voilà. Et l'IPS, c'est l'International Patient Summary, donc c'est quelque chose qui a été créé, réfléchi par un système américain qui est très bien, qui n'est autre qu'un volet de synthèse médicale. Et ce volet de synthèse médicale qui est beaucoup plus hypertrophié, je veux dire, sur le plan américain que du moins, les rubriques sont beaucoup plus vastes.
Et le PSE, c'est Patient Summary European, qui n'est autre que le copier-coller de l'IPS, mais à la dimension européenne, et qui est un VSM aussi hypertrophie. Alors, vous allez vite comprendre sur le troisième point. J'attire votre attention sur un problème. C'est une étude qui avait été faite par le professeur Pascal Stassini, qui est un PUPH de Nice, et Stéphane Darmoni en 2014, sur lequel faire très attention. Le patient et ou les dents omettent ou méconnaissent. Sachez que l'opt-out, qui a été présenté par le docteur Alain Milon en mai, moi je crois que c'était mai 2019, fait appel à deux décès évitables chez un garçon de 14 ans et un monsieur de 62 ans, pour la simple et unique raison que pour le garçon de 14 ans, c'était papy-mamie qui méconnaissait la pathologie cardiaque, il la méconnaissait du moins. Il savait qu'il y avait une pathologie cardiaque, mais ils l'ont pas du tout bien identifié. Et le patient de 62 ans, lui aussi, méconnaissait complètement son état organique grave, quoi qu'il en soit. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, il y avait des travaux. La Haute Autorité de Santé se penche sur un volet de synthèse qui soit synchrone et non pas asynchrone. Aujourd'hui, il y a un asynchronisme par une convention qui est l'avenant numéro 9 de la CEPAM, qui demande aux médecins généralistes de remplir une fois par an pour les patients en ALD un volet de synthèse médicale, mais une fois par an, on trouve quand même qu'il y a quand même un gros risque majeur et que le volet de synthèse médicale a la particularité d'être très actif dans tout ce qui est soins non programmés ou programmés. Et je veux dire, les médecins spécialistes se retrouvent très souvent, je veux dire, dans un embarras pour la simple et unique raison qu'un cardiologue ne va pas voir son patient tous les ans, mais peut-être tous les 2 ou 3 ans. Mais en 2 ou 3 ans, je veux dire, il n'est pas censé savoir tout ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Alors, venons-en au portail Césali. Césali, je teste le portail Césali depuis quelques années, donc si je peux me permettre de vous en parler. Le portail Césali, ce n'est autre qu'une... Alors, aujourd'hui, c'est à titre expérimental. Je crois qu'on est à 8 ou 9 pays européens. C'est l'opportunité de pouvoir partager en transfrontalier les informations médicales et pharmaceutiques d'un patient qui serait inconnu d'un professionnel, d'un étabbissement ou en médecine ou en médecine générale. Voilà. Alors, le temps de latence pour le plus long par expérience, ça fait un petit moment que c'est toujours comme ça, c'est la Croatie. Allez, ça prend 30 secondes à 1 minute pour vous donner. Alors aujourd'hui, on est que sur des patients fictifs, on n'est pas sur des patients réels. Et la France cherche à s'aligner par un PSE. Donc, c'est un peu les travaux de la HAS actuellement. La France cherche à s'aligner par un PSE sur ce portail Césali, qui est une décision européenne. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est Truculent. Truculent, c'est un VSM. Alors, vous pouvez prendre l'image si vous voulez. J'ai transformé un PDF en image, j'ai fait des camouflages, j'ai fait des captures après des captures d'écran, donc on verra ni le nom du patient, ni le nom du médecin traitant. Bizarrement, je suis allé voir ce patient vendredi dernier. J'avais pris ces documents dans le VSM. Et étonnamment, ça pour nous, c'est un problème, et c'est un problème qui est relaté par beaucoup et qui peut avoir quand même des conséquences. Ce patient est marqué ayant un diabète de type 2. Ce patient n'a jamais eu de diabète de type 2. Il a eu des recherches d'hémoglobine glyquée qui étaient tout à fait normales. À mon sens, au niveau du numérique, comme je dis, il est question de revoir un peu l'usage du numérique. Chaque fois qu'on voit un patient, ça a été mon cas avec un système d'information de 20 ans, tout ce qui est dedans, si ce n'est pas moi qui l'ai inscrit, maintenant atteint les dents, ce qui est
je cherche à me le faire confirmer par le patient. Et dans mon métier d'anesthésiste, on a des autoquestionnaires. Et parfois, il y avait un delta entre l'autoquestionnaire et ce qui était marqué dans le système d'information. Et je disais au patient, on vous a fait ça? Ah oui, j'ai complètement oublié. Vous avez eu ça? Ah oui, j'ai complètement oublié. Alors, il s'avère que de temps en temps, on peut découvrir des collisions aussi. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un a négligé complètement et est allé renseigner le mauvais dossier. Ça m'est arrivé une fois le cadre de l'identité, une fois dans ma carrière, en 20 ans, bon, en 20 ans d'utilisation du système d'information. Voilà. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, parce que si on ne veut pas avoir une crise de confiance sur le numérique, ça peut être valable dans un établissement de santé comme au national, c'est comment et qui a la main pour modifier ou supprimer dans le DMP une erreur, une erreur qui aurait été glissée. Bon, voilà, je peux pas. J'ai quelques idées, mais bon, nous sommes. Voilà. Voilà, messieurs, dames, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou pas, je suis à combien? Non? Ah, d'accord. C'est absolument parfait en termes de timing, puisqu'il nous reste 20 minutes pour répondre aux questions. Il y avait une première question sur le chat qui est pour le moment l'unique question, donc je vous encourage à poser vos questions maintenant. Allez-y, c'est le moment. On voulait juste avoir, et d'ailleurs c'est une question que je partage, le nom du fameux Serious Game dont tu as parlé. Est-ce que c'est possible d'avoir cette information, de partager? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut que je retrouve le nom du Serious Game. Hein. C'est Didier Ambroise qui l'a créé. Donc, c'est voilà qui. Alors, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont fait des Serious Games. C'est pour ça que j'aime pas trop, si tu veux dire, bon, celui-là, je le connais, je l'ai utilisé avec grand plaisir et c'est très agréable. Mais il y a d'autres Serious Games. Donc, le fait d'en citer un sans citer les autres, je veux dire, c'est il y a un petit. J'ai aucun conflit d'intérêt avec Didier, mais voilà, c'est tout ce que. Peut-être on pourra le Voilà. rajouter On vous sur donnera le nom. Oui, il est plusieurs. On en Oui, donnera d'accord. sur le support pour diaporama. Alors, allons-y pour les questions. Donc, le plan blanc doit comporter un Je ne volet vois pas. sécurité. Je ne vois pas les Voilà. questions, moi. Mhm. Je vois pas les questions. Alors, moi, Alors, vous avez après, dans le reste du diaporama, oui, une dernière chose, vous avez dans le reste du diaporama un certain nombre de sites, si vous voulez, qui sont et pour lesquels je vous ai réactualisé les liens parce que les liens n'étaient plus là, afin que vous puissiez éventuellement les utiliser. Alors attends, j'essaie de récupérer ça. Hop là, voilà. Alors, j'essaie de voilà. Là, je suis retombé dessus. Les questions, je ne les vois pas. Pardon. Tu vois les questions? Allez, voilà. Tac. je peux les poser si tu veux. Vas-y, Alors, vas-y, parce que moi, j'ai pas de le questions là. plan blanc, Tu les vois? la question concernant le plan blanc, doit-il comporter un volet sécurité numérique? Pouvez-vous nous donner des pistes de plan pour rédiger ce volet? Intéressant. Alors oui, alors, je veux dire, il y en a qui ont fait beaucoup mieux que moi. Je veux dire, il y a l'ANSSI, il y a l'ANS qui ont mis en place, je veux dire, un certain nombre d'éléments. Et on peut vous les. Moi, je les ai pas mis là je les ai pas mis là sur le diaporama, mais on a j'ai toute la documentation possible par rapport à ça qu'on pourra joindre, que je te joindrai, voilà, et qu'on pourra joindre au. Voilà. Donc, voilà, ça fera partie des choses qu'on rajoutera ainsi que les Alors, Serious Games. il faut savoir Une autre en cas question. de cyber, en cas de cyber, vous aurez, je vais dire, une activation du plan blanc, mais immédiat, hein, que les choses soient claires, et avec les actions immédiates qui sont les interruptions de connexion extérieure, l'extinction de tous les postes, l'extinction de tous les postes. Vous avez un certain nombre de règles à respecter, et c'est vrai que l'intérêt d'avoir une cellule de crise, vous voulez, ça a la particularité de pouvoir le jour en espérant que ça ne vous arrive pas, mais on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. Le jour où ça arrive, ne pas perdre de temps, si vous voulez, pour limiter les dégâts. Quoi. Voilà. Une diapositive avec tous les outils, je pense. Est-ce que tu peux la passer en attendant, enfin, pendant qu'on parle de ces questions, puisque tu as ces ressources qui sont faites à la fin du diaporama? Je te laisse la montrer. On prend le diaporama. Alors, il y a une question sur les établissements cyberattaqués. Je suppose que la question, c'est un Oui. retour d'expérience par rapport à tout ça.
Est-ce que tu avais… De quoi, attends, excuse-moi. disposez-vous de rétex des cyberattaques, en fait? De cyberattaques? Alors, en fait, toutes les cyberattaques ont été gérées de manière totalement différente selon le mode d'attaque. Selon le mode d'attaque, je crois que ceux qui ont été pris ça a été très difficile pour eux. Ils ne sont pas encore totalement sortis de l'auberge chez Dax, hein, parce que eux se sont retrouvés avec une attaque quasiment nocturne. Je crois qu'il était 22 heures à peu près, et ça les a complètement anéantis. Alors, non, j'ai pas de rétexte comme ça à vous vendre tout de suite. Voilà. D'accord. Une autre question. Quand doit-on déclarer un EIG relatif à la cybersécurité? Ça, c'est très, très important. Comment sensibiliser les professionnels à la cybersécurité? Je te laisse répondre. Comment sensibiliser les professionnels à la cybersécurité? J'ai abordé de manière très macro tout à l'heure en disant que beaucoup de professionnels n'ont pas connaissance des risques majeurs qui s'exposent à eux. Alors, vous pouvez leur faire la métaphore, hein. Le risque majeur, c'est que tout ce que tu as sur ton ordinateur, tu vas le perdre parce qu'à un moment donné, il va s'éteindre, il ne s'allumera pas, et puis tu vas devoir te débrouiller en reprenant un crayon à papier et un parchemin, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est déjà leur montrer un peu quel est le risque majeur au niveau des professionnels. Ce qu'il faut faire, je pense que l'exercice le plus important pour les professionnels, ce sont les exercices en interne, oui, à faire pour, comment dirais-je, sensibiliser les gens en disant, ben, toi, tu t'es fait piéger. Alors, sous les exercices internes qui n'ont aucune conséquence sur l'exercice au quotidien, mais en disant, mais tu as vu, tu as ouvert une pièce jointe que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Donc, c'est parfois un peu vexant, mais ça, sur le plan pédagogique, ça laisse comprendre aux gens que le risque n'est pas négligeable. Alors après, on a toutes les attaques externes qui vont passer par les prestataires. Celles-ci sont beaucoup plus difficiles à gérer, et c'est là où les établissements de santé, dans le cadre de leur assurance, mais aussi de la contractualisation avec les maintenances avec leurs prestataires, doivent verrouiller pour, en cas de perte, faire porter cette perte économique au prestataire qui aura été responsable d'eux. L'établissement de Nouvelle-Aquitaine qui avait été un peu embêté, même beaucoup embêté par le biais de son prestataire, s'est retrouvé avec un prestataire qui ne répondait plus, quoi. Mais il y avait aucun cadre juridique ni cadre contractuel derrière. Voilà. Répète-moi la question parce que j'ai l'impression d'avoir j'ai oublié quelque chose là, dans la question. Comment sensibiliser les professionnels à la cybersécurité? J'avais aussi un petit complément d'information lorsque tu auras fini. Alors, comment les sensibiliser? Alors, déjà, dans le cadre des réunions, je crois qu'il est important, dans le cadre des CME, dans le cadre des réunions, dans toutes les réunions, si vous voulez, d'avoir un petit versant sur la cyber. Ce sont tous les exercices que l'on peut faire. C'est sensibiliser aussi les managers, parce que de temps en temps, les managers vont bon, maintenant, je n'y crois pas, mais je veux dire, on a connu l'époque où les managers disaient, mais à quoi sert d'avoir un DPI dans un établissement, à quoi servent les mails, on a tout entendu, hein. Mais je crois que les managers doivent savoir que nous avons, alors je vous ai mis un schéma sur les surfaces sensibles, elles sont majeures, et d'autant plus importantes, bien plus importantes que dans une industrie, hein. Vous prenez Renault ou autre, je suis persuadé que les surfaces de vulnérabilité sont inférieures chez Renault qu'elles peuvent être dans un CHU, hein, ou même un CH. Voilà. Si je peux me permettre, Thierry, de faire un petit complément. Lorsque nous analysons, je l'ai déjà dit en introduction, des événements, dans pratiquement toutes nos analyses, on trouve comme facteur contributif
un problème au niveau des logiciels, avec des pertes de données, des logiciels qui ne sont pas ergonomiques, et ce qui crée au quotidien pour les soignants des vraies difficultés en termes de traçabilité. Et donc, on a des données qui sont perdues, des transmissions qui ne sont pas faites, des checklists qui ne sont pas réalisées ou qui ne vont pas, ou alors qui sont réalisées au bloc mais qui ne sont pas transférées dans les autres unités. Et je ne suis pas sûre du tout qu'on se rende compte à quel point les professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, sont en difficulté par rapport à ces logiciels. Donc ça, moi, j'avais envie déjà de repointer cette problématique-là, et que c'est des enjeux de santé publique, puisque au bout de la chaîne, il y a quand même un patient, et que c'est donc contributif d'événements indésirables graves. Et donc, lorsque nous sollicitons, lorsque nous interpellons l'ARS à ce sujet, nous sommes vivement encouragés à faire diffuser cette information. Il y a sur le portail de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, le portail tout court national de signalement des événements, un onglet qui s'appelle cybersécurité et qui est dédié non seulement à la déclaration des cyberattaques, mais aussi à tout dysfonctionnement, c'est-à-dire un incident informatique, un fonctionnement au sein de son établissement qui met en danger la sécurité des patients ou des résidents, mais ça se déclare et au bout de la chaîne, il y a des équipes qui peuvent venir vous aider. Donc, c'est une déclaration déjà qui peut servir à être remontée à un niveau statistique pour faire évoluer les éditeurs de logiciels, me semble-t-il, hein. Et par ailleurs, on peut aussi vous aider lorsqu'on se retrouve dans des établissements complètement démunis, qui font des tickets aux éditeurs qui ne répondent pas, qui créent des, comment dirais-je, qui ont des demandes d'évolution et ça ne fonctionne pas. Eh bien, ça se déclare ça se déclare à l'ARS dans l'onglet cybersécurité, très simplement. Et il y a des personnes au bout du fil aussi qui peuvent vous aider. Voilà. Donc moi, voilà, je relais cette information et j'encourage donc Plusieurs choses. Voilà. Oui. Plusieurs choses. Ceux qui se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Se pose la circonstance, c'est qu'à l'heure actuelle, le régalien est parfois en manque. Je veux dire, alors l'expression de besoin, tu veux, c'est ce que tu évoques, c'est une expression de besoin de toute manière. Et cette expression de besoin, elle est concrète. Il y a un logiciel en France qui est en train de pourrir la vie à énormément de professionnels. Et à mon sens, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a eu des décès ou des accidents ou des suraccidents, je ne peux pas vous le dire encore, hein, par rapport à ce logiciel-là. À regret, hein, on pourrait le faire en régional ou en national. Ça fait des années qu'on parlait d'avoir éventuellement une infovigilance. Alors, cette infovigilance, la particularité, c'est il faut avoir un déclaratif, première des choses. Dans un deuxième temps, il faut s'assurer que ce n'est pas un mésusage, parce que souvent, je veux dire, les informaticiens disent quelque chose à juste titre, c'est que le bug est très souvent situé entre le clavier et le fauteuil, hein, c'est l'humain. Donc, parfois, ça peut être un bug ou un mésusage, mais il y a effectivement des outils, des logiciels qui ont la particularité. Alors, le père d'un collègue avec qui je travaille, qui est cardiologue, qui a un logiciel que je ne citerai pas, hein, qui a eu la particularité de ce logiciel, c'est que de temps en temps, il y a des documents qui disparaissent. Hein, le compte-rendu de la dernière visite n'est plus là, l'écho de la dernière visite n'est plus là. Vous avez des outils qui, sur le plan au niveau du médicament, peuvent poser des problèmes. Je pense qu'on a évaluer quelles sont les conséquences des accidents, suraccidents qu'il peut y avoir liés aux médicaments, voire décès. Hein. Et une info peut-être intéressante et serait peut-être source, je vais dire, de force probante, peut-être pour la DNS maintenant, parce que le ministère s'est doté maintenant d'un organisme qui s'appelle la DNS, la Délégation du numérique en santé, qui serait éventuellement favorable à récupérer, je vais dire, un certain nombre d'éléments qui permettraient. Alors, le souci, c'est que on va pouvoir mettre de la pression à un éditeur, mais certains éditeurs, je vais dire, vont dire, ah ben ça, c'était pas marqué dans le texte, donc nous, on l'a pas fait et on le fera pas. D'accord. Hein, moi, c'est un discours que j'ai entendu la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, j'étais voilà. Hein. Et comme c'est pas dans le texte, de toute manière, ils le font pas. Alors,
le seul élément, alors c'est vrai que le Ségur 1, le Ségur 2, le Ségur 3 et tout ça, bon, le Ségur 3, on n'y est pas encore, le Ségur 2 est en train de se structurer. Le seul élément qui puisse être opposable aux éditeurs, c'est éventuellement le régalien. Parfois, on peut avoir un éditeur sympa qui va aller dans le sens du client, mais ce n'est pas toujours évident. Mais d'un autre côté, récupérer un certain nombre d'accidents, de comportements de systèmes d'information qui peuvent être négatifs pour les patients, me paraîtrait quelque chose de très intéressant. Ceci étant, il est important que cet élément-là fasse l'objet d'une analyse par des gens qui savent le faire pour savoir si c'est un mésusage ou si c'était vraiment une problématique liée au produit. Voilà. Merci infiniment pour cette précision nécessaire, Thierry. Une dernière question, il va falloir arrêter. Donc, traiter aussi un aspect souvent oublié, le dossier patient informatisé et la protection des intrusions internes qui sont non autorisées. Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Quelles sont les solutions, donc, les intrusions par rapport aux intrusions internes? Merci, Thierry. Et ça, c'est les intrusions internes. Alors, c'est un grand débat. C'est un grand débat. D'abord, chaque logiciel, et nous, on a un logiciel dans notre établissement qui n'est pas le meilleur, mais pour lequel, je veux dire, il y a la journalisation de qui a accédé, quand, à quelle heure, le temps qu'il y est resté. Enfin, ça, c'est voilà. Se pose un problème dans les hôpitaux. Pourquoi il se pose un problème? C'est qu'on a un patient qui va dans un service A, d'accord? S'il ne passe qu'une journée, bon, à mon avis, là, le problème est vite réglé, mais s'il passe plusieurs jours, dont un week-end, il est pris en charge par Dr Dupont, mais ce n'est pas Dr Dupont qui est de garde le week-end, c'est Dr Martin. Mais Dr Martin va faire appel au service de cardiologie parce qu'il a quand même un doute sur ce patient. Il va avoir un cardiologue vendredi soir, mais ce n'est pas lui qui sera là le samedi matin qui va venir voir le patient, donc ce n'est pas du tout le cardiologue qui l'aura appelé la veille. Très souvent, si tu veux, j'irais dire, je ferai la même critique par rapport à ça, si tu veux. Il y a de la violation de données. Je crois que je ne sais pas trop qui avait raconté là aussi. Je crois que c'est Macron qui fait visiter sur CIDEP son carnet de vaccination. Mais comment dirais-je, il y a l'approche sur les. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. À ce niveau-là, je veux dire, dans les établissements de santé, oui, voilà, pour moi, c'est la même approche avec les messagers sécurisés dans les établissements. On va envoyer un message sociologue, un cardiologue, un pneumologue. Un problème de bande passante, Thierry. On ne t'entend plus. Au sujet d'un patient, je veux dire, la réponse est attendue. Le lendemain, c'était son RT. On a comment dire, pardon, la réponse attendue. Voilà. Et la réponse attendue ne viendra pas. Donc, dans les hôpitaux, alors, mais par contre, il est important. Alors, comment demander au RSSI de faire une journalisation des accès? Est-ce que le RSSI saura que le docteur Martin a été sollicité par… bon, on peut imaginer que le docteur Dupont aura demandé au docteur Martin. Il faudrait que ça pingue un peu dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein. Il y a quelqu'un là ou pas? Allô? Oui, on te reçoit. Merci. Il reste une minute. Merci d'avoir donc répondu à ces questions. Nous allons clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre présence, d'avoir été là et merci pour vos questions. Le support donc vous sera mis en ligne très prochainement avec donc les références du Serious Game et des pistes par rapport au plan blanc. On vous donne rendez-vous pour les prochains comptoirs et webinaires du CK et formation.
et on vous remercie. Merci, docteur Morvan. Merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous, hein. Bonne fin de journée. Écoutez, et je vais vous rajouter des documents de l'ANS par rapport au plan blanc. D'accord? Merci. Au revoir à Merci à tous et à tous. très bientôt Au revoir. pour les comptoirs du CK. Au revoir. Au revoir. Je t'appelle Muriel. Hop là.